Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est sur la télé du Salon, on est à Montreuil, c'est le rendez-vous annuel où les libraires, les éditeurs, les auteurs rencontrent leurs petits lecteurs, leur public. Aujourd'hui, c'est la première du Social Club, c'est l'émission où on installe la littérature en plein cœur de la société. Et pour en parler, je suis avec Sylvie Vassallo, la directrice du Salon et aussi une véritable encyclopédie de la littérature jeunesse. Bonjour Sylvie. Bonjour Antonella. Alors tu vas être avec nous tous les jours jusqu'à lundi dans le Social Club ? Volontiers. Donc aujourd'hui on commence par le thème la lecture droit devant avec un D majuscule. Pourquoi il y a un D majuscule ? En fait, avec ce D majuscule, on a voulu insister, appuyer sur le fait que la lecture, l'accès au livre est un droit fondamental dont on doit pouvoir bénéficier dès tout petit et insister aussi sur le fait que c'est un enjeu démocratique. Alors ici, on va recevoir 180 000 personnes, beaucoup d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants, leurs familles, des professionnels, et on va entendre résonner le plaisir de lire. Pour moi, il était important de dire que on ne doit pas oublier, bien sûr on peut ne pas aimer lire, ne pas avoir envie de lire, mais on ne doit pas oublier que la lecture est un droit pour tous. Et sur cette question, je crois savoir qu'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur et tu as choisi un chiffre pour nous l'expliquer. Oui, vous allez parler tout de suite des différentes raisons d'empêchement du livre et de la lecture. Ça peut être de la dyslexie, l'illettrisme, le handicap ou le fait qu'on est loin des lieux de culture et de lecture, comme en grande ruralité. Et moi, j'ai eu envie d'insister plutôt sur le marqueur social. On sait que 47% des ouvriers déclarent ne jamais lire de livres, alors qu'ils ne sont que 15% chez les cadres. Voilà, c'est une donnée qui est importante, qui se reproduit aussi chez les enfants et chez les jeunes, et on a voulu insister là-dessus parce que pour qu'une société soit harmonieuse, libre, ouverte, tous doivent pouvoir accéder aux livres et à la lecture évidemment. Et quand on pense à la littérature, on a tendance à citer des grands auteurs du passé, mais cette question de la démocratisation, de l'accès à la lecture, des auteurs d'aujourd'hui en parlent, et tu as choisi un livre de nos jours pour nous en parler. Tu vas nous lire un extrait de la première page de Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos, publié dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse. Pourquoi ce livre en particulier, Sylvie ? Parce que son ouverture m'a beaucoup touchée, vous allez l'entendre. Et puis pour nous, les mots, c'est pas comme pour vous. Nous, quand on a besoin d'eux, ils manquent, ils se barrent, ils nous narguent, ils nous snobent, et même, ils nous ridiculisent. Alors chez nous, si on parle peu, c'est qu'on ne s'y risque pas. Résultat, les gens pensent qu'on n'a rien à dire, rien à défendre, rien dans le ventre et rien à déclarer. Mais ils se trompent tous. Vous pouvez vous imaginer à quel point. C'est magnifique. Merci. À demain, Sylvie. On se retrouve pour parler d'écologie. Et nous, on se retrouve tout de suite sur le même plateau avec nos invités du jour. À demain. Voilà, je suis désormais avec nos invités qui connaissent bien le sujet de la question d'accès à la lecture et ils et elles se demandent comment la démocratiser et toucher tous les publics. Donc je vais vous présenter nos invités. On a avec nous Virginia Goldman-Reco. Virginia, vous êtes chef du bureau des pratiques culturelles de la DG2-TDC. On va revenir sur ce sigle compliqué plus tard. Ça dépend du ministère de la Culture. Et votre mission, c'est de démocratiser la culture et les arts. Vous êtes aussi partenaire du Salon. Et comme on parle sur cette télé aussi aux enfants, je vais commencer par vous demander, est-ce que vous avez un souvenir de lecture qui vous est particulièrement précieux de votre enfance ? Alors, j'en ai beaucoup. Mais particulièrement, oui, il s'agit plutôt d'un auteur qui s'appelle Tommy Ungerer, qui est donc un auteur très important de notre patrimoine français notamment, mais mondial, on va dire, international, et qui m'avait beaucoup touchée. C'était Jean de la Lune.
qui était un très très beau livre sur la différence notamment, sur un petit lunien qui descend sur Terre et qui subit un certain nombre de préjugés, de peurs sur sa personne, parce qu'il est différent des autres. Et ça m'avait beaucoup touchée. Voilà, la lecture, c'est aussi s'identifier à des personnages et ça permet de développer aussi son empathie et prendre conscience de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Oui, c'est quelque chose de très émotionnel. Et avec nous, on a aussi Christophe Evans, qui est sociologue et chef du service études et recherche de la Bibliothèque publique d'information. Vous êtes spécialisé dans la lecture, la question des bibliothèques. Et vous, Christophe, est-ce que vous avez aussi un souvenir qui vous est cher de lecture quand vous étiez petit ? Oui, c'est pas très original, mais ça tient aussi à ma génération. Ce sont tout simplement les albums du Père Castor à l'école maternelle, et je dirais même en particulier Mishka et Marlaguette. Je pense qu'à l'époque, je ne savais pas les lire, on les lisait pour moi, mais les images se sont vraiment imprimées durablement, et c'est réactivé par le fait qu'on les trouve toujours, les albums du Père Castor, heureusement. Voilà, je les ai lus à mes filles, et donc ça m'a permis aussi de conserver ce lien à ces ouvrages. Oui, ils sont tellement populaires qu'ils ont même été adaptés à la télé, donc il y a plein de générations qui ont écouté les histoires du Père Castor. Notre dernière invitée du jour, c'est Hélène Vignal. Elle est autrice et c'est la lauréate de la Pépite d'Or 2021, donc le prix du Salon l'année dernière, avec un roman adolescent qui s'appelle Queen Kong, publié aux éditions Thierry Magnier. Et c'est un roman assez court, mais très puissant, où une adolescente explore sa sexualité et l'assume malgré le harcèlement qu'elle subit. Son dernier ouvrage cette année, c'est Une vie pour Mathis. Mais Hélène, elle fait plein d'autres choses. Elle est aussi coprésidente de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, une association qui promeut la littérature jeunesse au travers d'actions culturelles. Vous qui écrivez, Hélène, qu'est-ce qui vous a inspiré quand vous étiez petite ? Est-ce que vous avez des livres marquants Ouais, moi j'étais très seule dans l'enfance, donc en fait les livres c'était vraiment une compagnie très précieuse, et je dirais, je vais prendre deux choses très différentes. J'ai dévoré tous les tomes de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls avant que ça devienne un film, et j'ai adoré aussi Gaston Lagaffe. Voilà. Je vais poursuivre avec vous pour débuter notre discussion ensemble. Hélène, avant de devenir autrice à plein temps, vous avez travaillé dans divers organismes publics et vous avez été sur plein de terrains différents, dans différents quartiers, dans différentes écoles pour promouvoir la lecture. À votre avis, pourquoi la lecture et la littérature sont des enjeux de démocratie ? C'est une question très complexe, mais je pense que c'est un enjeu de démocratie parce que quand on lit un livre et quand on échange autour d'un livre, d'une fiction, on est mis en situation finalement d'échanger sur la vie et de débattre sur la vie. Et on est obligé de faire un peu la différence sur ce qui est raconté et la façon dont c'est raconté. Voilà. Et je pense que quand on arrive à rentrer dans ces mécanismes-là, et ça peut être un livre très simple, ça peut être un album, on n'est pas forcément dans le roman quand je dis ça. Quand on arrive à rentrer dans ces mécanismes-là, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a une vision du monde dans chaque narration, c'est Désir de monde, le thème du salon cette année, et donc voilà, une vision du monde dans chaque narration et une façon de le dire. Quand on comprend qu'il y a deux mécanismes à l'œuvre dans une œuvre de fiction, en fait, je pense qu'on devient aussi un meilleur citoyen sur les histoires qu'on nous raconte et sur la façon dont on a envie, nous, de raconter le monde. Voilà. Donc ça développe plein de capacités, plein de degrés de compréhension différents qui sont essentiels pour évoluer dans une société. Oui, puis ça rend en fait tout simplement acteur. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on a un avis sur la chose, qu'on le formule et que voilà, on devient aussi, on devient partie prenante du discours aussi sociétal. Voilà. Et je pense que c'est rien d'autre que ça qui se passe dans la lecture d'un livre et dans l'échange qu'on en a avec les autres. On a tendance à entendre aujourd'hui que les gens et les enfants lisent moins qu'avant. Christophe, je vais m'adresser peut-être plutôt à vous, vu que vous êtes sociologue de la lecture, vous avez fait beaucoup de recherches sur le sujet. Est-ce que c'est vrai que les enfants lisent moins qu'avant ?
Et quel est l'état de la lecture en France aujourd'hui? Peut-être que vous avez quelques chiffres à nous donner. Alors, il faut distinguer déjà en fonction des tranches d'âge. Dire que les enfants lisent moins, ça me paraît difficile à dire. Dire que les préadolescents, adolescents, jeunes adultes lisent moins, oui, ça semble montré par les enquêtes statistiques nationales, en particulier l'enquête pratique culturelle des Français, mais qui porte sur les 15 ans et plus, ou les enquêtes du CNL, qui portent là plutôt sur les 7-25 ans. On voit effectivement à travers ces enquêtes, pour ce qui concerne la lecture de livres, et je précise, la lecture de livres, livresque, c'est-à-dire la lecture linéaire, intensive, à dimension souvent littéraire. Effectivement, les jeunes générations, et en particulier ados et jeunes adultes, lisent moins que les ados et les jeunes adultes des générations précédentes. Et on voit aussi à travers ces enquêtes, et en particulier les enquêtes du CNL dont j'ai parlé, que l'avancée en âge s'est traduit aussi par une forme d'érosion de la lecture livresque. Voilà. Après, il faut aussi dire que, et ces enquêtes le montrent bien, les jeunes lisent autrement, sur d'autres supports, d'autres genres. On voit la progression des littératures de l'imaginaire, de la bande dessinée aussi au sens large, manga, comics compris. Et ils lisent de plus en plus aussi sous forme fragmentée, puisqu'on va lire sur des écrans, on va lire sur les réseaux sociaux. Et toutes ces formes de lecture fragmentées qui sont plus extensives, on les mesure beaucoup moins bien. Voilà. Donc dire les jeunes lisent moins ou les enfants lisent moins, c'est un peu brutal. C'est vérifié pour certains points, ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Et on pense à la France comme un pays de livres, comme un pays où il y a beaucoup de publications, beaucoup de librairies. On a une question d'un ou une internaute qui nous a écrit sur Twitter et qui se demandait où se situe la France par rapport au reste de l'Europe. Alors là aussi on a des enquêtes au niveau européen, on a un baromètre commun qui s'appelle l'Eurobaromètre, qui porte sur les pratiques culturelles, qui montre qu'il y a des différences quand même entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe. Donc on lit un peu plus tendanciellement dans le Nord de l'Europe que dans le Sud de l'Europe. Il fait froid aussi. Oui, c'est surtout lié à des différences culturelles, anthropologiques, de niveau de vie aussi, et à la différence aussi tout simplement entre une ère, on va dire, plutôt protestante et une ère plutôt catholique. Même tout simplement, historiquement, une partie des liens sont des racines de ces pratiques ont trait à ça aussi. En revanche, ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'au niveau européen, le recul dans l'investissement des pratiques de lecture de livres, il se vérifie aussi de la même façon. Donc c'est quand même un mouvement plutôt général. On va revenir sur la France avec Virginia Goldman-Reco. Comme je le disais, on est un pays où on est pas mal loti au niveau de la lecture. On est un pays où l'accès à la culture se fait plus facilement qu'ailleurs. Et pourtant, il y a des zones et des espaces où l'accès est moins important. Et le but de la DG2TDC, c'est d'accéder aussi à ces zones. Virginia, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle et comment vous faites pour toucher le plus de gens possible ? Alors, derrière ce sigle se cache donc la délégation à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Donc, 3 termes importants pour cette délégation. Elle a été créée en 2021 pour permettre de mieux intégrer la question de l'égalité des chances, la résorption des fractures territoriales et sociales dans la construction des politiques culturelles. Donc, pour ce faire, notre délégation a un budget qui est le budget intitulé Transmission des savoirs et démocratisation culturelle et travaille, ça c'est très important, en lien étroit avec les services déconcentrés de l'État qui sont au plus près des territoires, donc qu'on appelle les DRAC, et en particulier des conseillers action culturelle et territoriale et éducation artistique et culturelle qui sont au plus près des territoires. Et cette délégation a pour mission de de mieux coordonner les actions pour permettre un dialogue interministériel plus riche et
approfondie avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Justice, avec celui de la Santé notamment, mais également de pouvoir permettre une meilleure coordination des actions sur le territoire. Alors, pour ce qui est du livre et de la lecture, effectivement, on est un pays dans lequel on a environ 16 000 bibliothèques, médiathèques ou points lecture répartis sur le territoire, donc ouverts à diverses échelles et gérés de diverses manières. En tout cas, c'est le premier équipement culturel de proximité. Et c'est aussi celui sur lequel l'État investit beaucoup aux côtés des collectivités territoriales qui sont les premières responsables de ces équipements. Donc, comment fait-on pour essayer d'aller dans des zones, on va dire, blanches, même si le terme n'est pas forcément toujours très habile, parce que même dans des zones blanches, c'est-à-dire dépourvues d'équipements culturels, on a des gens qui habitent ces zones et qui sont pas, qui sont pas dépourvus de culture. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, comment fait-on pour aller vers les habitants, vers les gens? Justement, c'est de développer un certain nombre d'actions, de dispositifs mis en réseau avec les associations partenaires, avec les collectivités du territoire, pour permettre effectivement d'aller vers les habitants. Donc pas forcément dans des lieux culturels, puisque s'ils n'existent pas, c'est d'aller plutôt dans des lieux non culturels. Donc ça peut être des maisons de quartier, des centres sociaux, un certain nombre d'actions qui vont avoir lieu dans l'espace public, dans les écoles bien évidemment, avec les fédérations d'éducation populaire qui existent sur le territoire, de pouvoir permettre cette rencontre avec les artistes. Bon là, si on parle de livres, c'est les auteurs, mais en tout cas de développer ces actions-là au plus près des gens, de là où ils sont, sur les territoires. Et je vais vous proposer de faire une petite pause dans la discussion avant de commencer le véritable débat, la véritable discussion entre nos invités. On va découvrir une capsule vidéo de l'auteur Timothée de Fontbelle. Il partage avec nous certaines de ses astuces pour bouquiner dès que possible et n'importe où. C'est tiré de son ouvrage 101 façons de lire tout le temps. C'est un très joli livre illustré par Benjamin Chaud. Et ça ressemble un peu à un livre de yoga où le seul matériel dont on a besoin, c'est un livre. Je vous laisse en profiter. Et on se retrouve juste après, toujours avec nos invités sur le plateau, pour le deuxième temps de la discussion. 101 façons de lire tout le temps. Le tournesol cherche la lumière. Le tandem. Le triporteur. Le quadrupède. La fourmilière. La chair de poule. La poule mouillée. Le prévoyant ne garde que l'essentiel. Ces façons de lire tout le temps illustrent les effets variés et parfois imprévisibles de la lecture chez les êtres humains. Cependant, il est à noter que certaines postures ne doivent être reproduites par des adultes que sous la surveillance d'un enfant. Nous voilà de retour sur le plateau du Social Club avec nos invités. Et dans cette vidéo, on voit plutôt des enfants qui sont tellement accros à leurs livres qu'ils n'arrivent pas à les lâcher, même la nuit, même dans leur lit, alors qu'il faudrait peut-être qu'ils dorment. Est-ce que vous étiez comme ça quand vous étiez petit, comme ces enfants addicts à leurs livres ? Moi, complètement, ouais. Ouais, complètement, j'en avais jamais assez. En plus, je vivais dans un village où il n'y avait pas de bibliothèque. Donc, j'avais la chance d'avoir des parents qui nourrissaient cet amour de la lecture à volonté. Donc, j'avais beaucoup de livres et il s'agissait de ne pas être en manque, effectivement. Et on a des enfants qui sont comme ça, à qui on donne des livres et ça roule tout seul. Mais il y a des enfants qui n'aiment pas lire et qui les fuient un petit peu, qui se sentent obligés de lire. Comment on fait, c'est une question que je vous pose à tous, pour emmener la lecture à ces enfants-là, à ces publics-là, sans les forcer, sans cette dimension de contrainte? Comment on fait ?
Alors, je parlerai peut-être de l'enfance en amont, la petite enfance déjà, puisque c'est là aussi que tout commence. Donc, je pense qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre aussi avec le soutien du ministère de la Culture et par un certain nombre d'associations sur le territoire, notamment le fait de proposer des temps de lecture entre parents et enfants, puisque c'est effectivement dans ce lien-là qui est vraiment originel et important que peuvent se développer un goût aussi futur pour le livre, pour ce média qui est le livre entre le parent et l'enfant. Et pour développer ce type de mise en relation, d'action, je pense par exemple à l'action du Salon du Livre avec les livres à soi qui proposent dans les accueils parents-enfants, dans les PMI, un certain nombre d'accompagnements des professionnels de la petite enfance vers les parents pour leur donner confiance dans le fait que oui, ils peuvent lire un livre à leur enfant, oui, ils peuvent leur raconter une histoire. Parfois, ça passe pas nécessairement par l'écrit, parce que si on maîtrise pas l'écrit, on est en difficulté, mais ça peut être aussi par des albums, surtout pour la petite enfance, avec un certain nombre d'images, d'accompagner en fait ce plaisir de lire et ce rapport entre l'enfant et son parent. Donc ça, ce sont des mises en œuvre qui existent, mais aussi ça peut être aussi par ce que les collectivités territoriales font sur leur territoire, qui permettent d'offrir un livre, si vous voulez, à un enfant lorsqu'il est petit, lorsqu'il vient de naître, mais aussi plus généralement de proposer un accompagnement de temps de sensibilisation autour du livre et de la lecture dans des bibliothèques, mais aussi dans des lieux qui sont des lieux non culturels, avec les parents, l'enfant, le travailleur social, le médiateur du livre, en proposant un certain nombre d'ouvrages, et ensuite donner la possibilité aux parents de les acheter par notamment des chèques lire. Voilà, ce sont des dispositifs qui existent. Et lors de ces rencontres, il y a aussi les travailleurs sociaux, les instituteurs, mais on invite souvent des auteurs. Et Hélène, dans votre carrière d'écrivaine, ça fait 20 ans que vous écrivez des livres. Je sais que vous êtes beaucoup allée dans les écoles. Et même quand vous êtes confrontée à des enfants qui disent haut et fort qu'ils n'aiment pas lire ou qu'ils n'ont pas aimé votre livre, ça vous embête pas? Vous trouvez quand même que c'est intéressant? Comment on parle de livres avec des gens qui n'aiment pas lire? Moi, j'aime bien quand ils disent j'ai pas aimé ton livre, ou j'ai pas aimé votre livre, ou j'ai pas réussi à le lire, ou moi j'aime bien, en fait, parce que je trouve que c'est déjà une marque de courage. C'est pas facile de dire à un auteur j'ai pas aimé ton livre. Donc déjà, je trouve ça courageux. Et puis, c'est une façon de rentrer dans la littérature, en fait. C'est une façon d'y rentrer, de dire moi, ce que t'écris, ça me va pas, ça me touche pas, ça me parle pas. Et donc, où j'ai pas compris, où par exemple, j'ai un roman dans lequel, à dessin, j'ai fait une fin ouverte. Donc, on ne sait pas, en fait, ce que devient le personnage. Et je me fais copieusement disputer, pour pas dire autre chose, par mes lecteurs sur ce roman. Mais c'est génial, parce que, en fait, quand ils le disent, ensuite, on essaye de réfléchir ensemble sur pourquoi j'ai utilisé ce dispositif. Pourquoi j'ai laissé une fin ouverte. Il se trouve que c'est un roman qui parle de dictature et qui parle de libre arbitre. Et donc, quand on arrive à faire le lien entre la forme du texte, c'est-à-dire cette fin ouverte, et son sujet, les lecteurs, y compris d'ailleurs ceux qui n'ont pas aimé, finalement me font le crédit de me dire oui, en fait, t'as bien fait de faire ça comme ça, parce que ce que tu voulais dire, c'était la meilleure façon de le dire, en fait. Voilà. Donc c'est juste un exemple, mais pour dire que au contraire, quoi, la critique, le refus, même quand j'arrive pour des ateliers d'écriture dans certaines classes, mais on me fusille du regard, quoi, quand j'arrive en lycée pro. Je sais pas, je pense à une classe en mécanique l'année dernière où je suis arrivée, où j'ai dit on va écrire ensemble, mais je veux dire, c'était vraiment, j'étais détestée dans la seconde, quoi. Mais c'est pas grave, en fait, parce que cette détestation, ce refus, l'expression de ce refus, l'expression de ce rejet, même quelquefois, pour moi, c'est un début. En fait, c'est un fil à tirer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu aimes pas? Qu'est-ce que tu détestes à ce point-là? Et est-ce qu'on peut en parler? Voilà.
au lieu d'imposer quelque chose, il y a aussi essayer de comprendre pourquoi on n'aime pas lire et pourquoi on n'aime pas lire certaines choses en particulier. Et c'est une question que peut-être des parents se posent. Moi, je me demande si on a un enfant ou un adolescent en face de soi qui ne lit que des mangas ou que de la BD, est-ce que on le force à lire autre chose? Enfin, par exemple, le ministère de la Culture propose le Pass Culture où on peut aller quand on est enfant ou adolescent dans une librairie et s'acheter le livre qu'on veut. Est-ce que on doit contraindre les enfants, les jeunes à lire d'autres choses, ou est-ce que toutes les lectures se valent et sont suffisantes? Je crois que Christophe, vous avez un avis qui est intéressant là-dessus, sur le manga, sur le roman, sur... Alors, je ne dois pas être le seul à partager ce genre d'avis ici au salon du livre jeunesse de Montreuil. Alors, toutes les lectures se valent? Non, toutes les lectures se valent pas. Il faut être clair quand même. Hein. Moi d'ailleurs, en tant que lecteur, j'ai des avis sur les livres que j'aime, les livres que je n'aime pas, les livres qui, à mon sens, valent quelque chose et valent peut-être moins. En revanche, je serais tenté, moi, de reprendre un peu ce que disait Jean-Claude Passeron, qui est un sociologue français, un grand sociologue français spécialiste de la sociologie de la culture, et qui disait en matière de lecture, il n'y a pas de petit profit. C'est-à-dire que toutes les pratiques de lecture ont leur intérêt parce qu'elles vont permettre de familiariser à la lecture, aux livres, aux différents genres, aux différents supports. Donc là, au contraire, je pense qu'il faut vraiment laisser filer, laisser couler, dans la mesure du possible, si on le souhaite, accompagner, éventuellement proposer d'autres choses, mais ficher la paix aux lectrices et aux lecteurs, et en particulier s'ils veulent s'acheter des mangas avec le Pass Culture, ça leur permet aussi d'aller en librairie et pour le coup d'aller dans une institution du livre qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter, et de se rassurer aussi avec quelque chose qu'ils connaissent déjà, et ça c'est tellement important en soi. Après on verra. Et je crois que Virginia, vous avez peut-être des indicateurs à nous donner sur comment les jeunes utilisent ce Pass Culture. C'est génial, c'est un chèque qu'on leur donne pour s'acheter en fait ou pour consommer du contenu culturel. Ça peut être aller en librairie, mais ça peut aussi être aller voir des spectacles. Et je crois que les librairies, en fait, elles sont super populaires pour les utilisateurs. Oui, effectivement. Alors depuis le début du Pass Culture, c'est-à-dire depuis 2 ans, alors si on accepte un peu la période de crise Covid et puis la phase d'expérimentation du Pass, mais en tout cas, ce Pass a été utilisé par 2 millions de jeunes, avec une ouverture depuis l'année dernière aux jeunes de 15 à 17 ans. Qui y ont également accès, donc les 18-20 ans et les 15-17 ans. Et effectivement, le premier achat est celui des livres. Donc les premiers bénéficiaires sont aussi les libraires, puisque effectivement le Pass, c'est une réservation que vous faites en ligne, et ensuite vous devez aller dans un lieu culturel pour chercher votre ouvrage. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de jeunes, les retours que nous avons des libraires, c'est que c'était leur première fois en librairie, et que bien souvent c'est une première fois, mais qui finalement ne se limite pas juste à cette première fois. C'est-à-dire que c'est une découverte d'un lieu, de possibles autres achats qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé, et donc ça c'est quelque chose de très positif. Ensuite, il n'y a évidemment pas que l'achat manga, hein. Il y a tout type de livres, il y a des mangas qui arrivent effectivement en amont, on va dire des choix, mais il y a aussi des BD et également des romans. Il y a par exemple Harry Potter qui arrive en très bonne position, et d'autres romans. Et en fait, ce qui est intéressant aussi par cette application, c'est de proposer des algorithmes intelligents, en tout cas qui essayent aussi d'amener aussi les jeunes à faire un petit pas de côté. Donc ça peut être, oui, je m'intéresse au manga, mais on me propose quelque chose sur la culture japonaise, sur la cuisine, sur autre chose. Il ne s'agit pas de faire un grand écart non plus tout de suite, parce qu'une appli, c'est pas la réponse à tout. Mais en tout cas, ça permet de proposer d'autres offres qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec le premier achat. Et ensuite, évidemment, il n'y a pas que le livre, hein, il y a aussi le cinéma et la musique, puisque avec la réouverture des lieux culturels, hein, depuis vraiment l'année dernière, il y a aussi la possibilité d'aller voir des concerts. Donc ça, les jeunes aiment beaucoup également. Tout à l'heure, Christophe, vous nous disiez que
c'est pas un mouvement si net que ça, le recul de la lecture, même si chez les jeunes personnes, on le voit quand même un petit peu. On a un internaute qui nous a demandé sur Twitter si ce recul de la lecture, dont on entend parler quand même dans la presse, à la télé, est-ce que ce recul de la lecture, il participe d'une moins bonne santé démocratique dans notre pays ? Tout à l'heure, vous disiez, voilà, il y a un recul, mais peut-être vous avez tous un avis là-dessus. Qu'est-ce que ça a comme effet négatif de lire moins quand on est citoyen ? En fait, déjà, moi je poserais la question, est-ce que nos hommes et femmes politiques lisent ? Non, mais parce que en fait, pour faire société, il faut avoir de l'imagination. Parce qu'on a des sacrés problèmes devant nous et que sans prétendre les résoudre, en tout cas pour y faire face déjà, pour faire face aux problèmes sociétaux qu'on rencontre, on a tous besoin d'imagination, on a tous besoin d'inventer en fait une nouvelle façon d'aborder de très nombreux sujets, la lecture par exemple, voilà. Et si on reste arc-bouté sur des formes passées et obsolètes, on ne trouvera pas de solution. Et en fait, la lecture, elle a aussi cette vocation quand même de développer l'imaginaire. Et combien de fois dans une fiction on se dit non mais là le personnage il va pas s'en sortir, en fait c'est pas possible, c'est bloqué, c'est voilà. Et pour moi, la littérature jeunesse, en tout cas dans la pratique que j'en ai en tant qu'autrice, c'est aussi une littérature de la ressource. C'est aussi des textes, des images dans lesquelles on ne cesse de dire à nos lecteurs il y a de la ressource, il y a moyen en fait, il y a moyen de faire quelque chose. C'est vraiment tout sauf une littérature du désespoir, la littérature jeunesse. Et donc, quand on a consommé comme ça de nombreuses fictions, de nombreuses narrations dans lesquelles il nous a été dit, même si t'es coincé, même si ça a l'air d'être la fin de tout, en fait, en tournant la page, il va se passer un truc. Voilà. Et je pense que la littérature aussi apporte cet état d'esprit de dire on peut trouver une piste, et je vois bien d'ailleurs quand on fait des ateliers d'écriture avec des enfants, alors les ados ils sont plus réservés, mais les enfants ils partent toujours dans des choses mais invraisemblables en fait pour tirer leur héros d'une situation pas possible. Et alors du coup il faut que ce soit vraisemblable pour que le lecteur les suive, donc c'est notre boulot de les guider pour la vraisemblance, mais ils s'avouent jamais vaincus eux-mêmes déjà en tant que petits auteurs. Donc après en tant que citoyens, je trouve ça chouette qu'ils aient ça en eux, quoi, qu'ils s'avouent jamais vaincus, y compris dans des situations difficile pour euphémiser la nôtre. Vous êtes d'accord, Christophe, là-dessus ? Lire, ça développe un imaginaire qui est essentiel pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Surtout en ce moment, on a un peu tendance à déprimer quand on voit ce qui se passe. Est-ce que ça nous aide d'imaginer des solutions ? Sans doute. D'ailleurs, moi, je suis très surpris de voir à quel point, aussi bien chez les filles que chez les garçons, dans les littératures de l'imaginaire, tout ce qui est littérature post-apocalyptique, c'est quelque chose qui les laisse pas du tout indifférents. Et ça, à mon avis, c'est porteur aussi, sans doute, d'une forme de projection de soi dans un monde difficile, voire impossible, et dans l'envie aussi de reconstruire quelque chose ensemble. Vous disiez, mauvaise santé démocratique. Il y a sûr et certain, et c'est ce qu'Hélène disait, il y a une recomposition des formes de participation à la démocratie, et on assiste sans doute à un changement de régime culturel, mais qui est évidemment tout à fait naturel, comme on a pu le vivre entre le 19e et le 20e siècle. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une forme de désintérêt du collectif, de l'intérêt pour l'avenir commun, des biens communs, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut être attentif à ça. Avant la fin de la discussion, Virginia, peut-être vous avez quelque chose à nous dire sur cette santé démocratique, vous qui êtes au ministère de la Culture. Alors, je vais reprendre aussi ce que vous avez dit tous les deux brillamment sur la nécessité de développer les imaginaires de chacun. Donc effectivement par la lecture, par également les fictions en général. Elles peuvent être aussi cinématographiques. Donc ça, c'est vraiment aussi une priorité dans les actions que nous menons.
la diversité aussi des types de littérature qu'on peut trouver, des types d'auteurs aussi qui peuvent être accompagnés, qui peuvent être intervenants dans des ateliers d'écriture par exemple, qui sont également des actions soutenues par le biais d'associations, etc. Mais aussi la question du lien et ce qui fait société, ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on partage de la culture ensemble. Donc effectivement, la lecture est peut-être un partage, et notamment avec l'enfant. On est dans le salon du livre jeunesse, donc il y a beaucoup d'enfants, parents. Donc ce lien-là, il est extrêmement important puisque c'est ce qui va aussi conditionner nos autres liens, et ça passe aussi ça peut passer par la lecture, par les chansons, par la musique, par un certain nombre de partages qui font qu'on se sent, lié à son parent, et qu'on développe une certaine empathie l'un pour l'autre et dans la relation. Donc, pour élargir un peu le propos, il s'agit effectivement du livre, mais plus généralement aussi de ce qui fait culture et société, qui fait qu'on est ensemble, que ce soit pour faire de la musique ensemble, pour partager des temps de partage ensemble autour d'activités artistiques et culturelles. C'est vraiment quelque chose de fondamental et que nous essayons d'accompagner, en tout cas dans les actions qui sont soutenues par le ministère notamment. Merci beaucoup Virginia. C'est déjà la fin de la discussion avec nos invités, mais c'est pas encore tout à fait fini pour l'émission. Avant de nous quitter, on a une des plus grandes autrices jeunesse de notre époque qui nous a préparé une petite surprise. Vous allez vite deviner qui c'est. Elle est née aux États-Unis. Elle met souvent des lunettes roses en forme de cœur. Et c'est Suzy Morgenstern, bien sûr. Il n'y en a pas deux comme elle. Certains disent qu'on ne doit pas demander son âge à une dame à partir d'un certain moment. Mais Suzy Morgenstern, elle n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Cette année, elle a soufflé ses 77 bougies et elle a même décidé d'en faire un livre qui s'appelle 77 bonjours, 77 bonheurs. Il est illustré par Atiye Sorabi, une illustratrice iranienne, et il est paru chez Saltimbanque en septembre 2022. Et aujourd'hui, elle nous donne un petit conseil tiré de cet ouvrage pour apprendre à vivre heureux, à profiter de la vie tous les jours. Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. Un simple bonjour peut booster ta journée. On dit simple comme bonjour. Mais être simple, c'est ce qui est le plus difficile. Simplement bonjour à chaque personne que tu croises dans la rue. Quelles sont leurs réactions? Tu verras que les bonjours engendrent des bonjours, les sourires des sourires et la bonne humeur, la bonne humeur. Un bonjour plus un sourire égale un plus pour le monde. T'as pas envie de te lever, t'as pas envie de parler. Et puis, tu dis bonjour maman et tout se débloque. J'ai été étonnée en montagne pendant une randonnée que tout le monde disait bonjour. Alors à chaque pas, il y avait quelqu'un qui disait bonjour, bonjour, bonjour. Et même si c'était automatique, puisque c'est une convention, ça allégeait l'effort. Un bonjour, c'est une petite machine à bonheur. Un bonjour dit qu'on n'est pas tout seul, dans ta maison, dans ta rue, dans le monde. Un bonjour, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et c'est dans cet état d'esprit d'ouverture, de bonne humeur qu'on a commencé le Social Club grâce à vous trois. Donc j'en profite pour vous dire merci Virginia, merci Hélène et merci Christophe. On s'est dit bonjour tout à l'heure, maintenant on se dit au revoir.
Et bon salon à vous, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Pour vous à la maison, si cette thématique de l'accès à la lecture, de la démocratisation de la lecture vous intéresse, on vous a préparé 3 ouvrages pour poursuivre sur cette thématique, tout seul, en classe, avec vos élèves ou avec vos enfants. On a un premier livre, c'est La Bibliomule de Cordoue, de Wilfrid Lupano et Léonard Cheminot. C'est un roman graphique qui est publié chez Dargaud. L'histoire d'un bibliothécaire qui décide de sauver autant de livres qu'il peut des mains du calife de Cordoue qui a décidé de tous les brûler. Le deuxième livre dont on voulait vous parler, c'est pour un public un peu plus petit, c'est La jeune institutrice et le grand serpent par Irène Vasco et Juan Palomino, un livre illustré publié chez Aubriard. Et c'est l'histoire d'une maîtresse qui part enseigner dans le fin fond de l'Amazonie. Et dans ses valises, elle a que des livres. Et enfin, plus pour les adolescents, on a un roman qui s'appelle Les Messagères de Christophe Lambert, un roman qui est publié chez Slalom et qui est inspiré de faits réels. C'est dans le Kentucky profond, donc dans le fin fond des États-Unis, une histoire d'une cavalière qui est noire et qui est persécutée. Vous saurez pourquoi. Et elle emmène les livres dans les communautés de mineurs, d'orpailleurs, donc dans des espaces reculés. Donc vous pourrez retrouver tous les titres d'ouvrages cités pendant l'émission sur le site slpjplus.fr. Sur les pages des émissions. Et nous, on se retrouve demain à 18h15 sur le plateau du Social Club où on va parler d'écologie avec d'autres invités. Et tout de suite, à 19h15, vous retrouvez le live présenté par Camille Bourlot. Bonne soirée.